Bonjour à tous, merci de votre présence. Bienvenue dans cette conférence ce jour pour écouter cette conférence où je traiterai trois textes acadiens du premier millénaire avant notre ère, notés en tablette d'argile utilisant l'écriture cuneiforme. La première d'entre elles est cette tablette, car 60 datant du 7e siècle avant notre ère, localisée à la cité d'Achour. On a cette autre tablette, Tesselsex 44, de la période séleucide de la cité d'Uruk. Je vais lire tout de suite les lignes 21 et suivantes dans ma traduction de l'acadien. Tu prendras la peau de ce taureau et tu la tremperas dans la farine escoucou de grains purs avec de l'eau, de la bière d'orge et du vin. Avec de la graisse d'un taureau pur et des aromates de leurs plantes, tu la déposeras dans 4 litres de farine d'orge maltée et 4 litres de farine bitcourt. Tu la tiendras rouge avec de la garance et alun de khatou en poudre et tu couvriras la tanvale avec elle. Et aussi, on a cette autre tablette, Bagdada Mitalungen 200, qui est aussi de la période séleucide. Ce que je veux faire dans cette conférence est de résoudre 3 problèmes concernant le vocabulaire et le variant de manuscrit par rapport au procédé décrit dans ce texte, de cet exercice d'artisanat ritualisé. Je vais invoquer dans cette étude 3 méthodes. Le premier, comme d'habitude en syriologie, la philologie, où notamment je fais une étude lexicographique, critique actualisée de tous les termes pour les ingrédients et pour le procédé, les actions. Mais aussi, comme dans l'étude de textes prescriptif dans l'Antiquité, pas seulement en Mésopotamie, mais je voulais invoquer cet exemple de Robert William Smith, qui a été assez important pour moi, pour guider ma recherche. Je vais invoquer 2 méthodes qui sont jusqu'à quelques points interconnectées. Le premier, c'est l'ethnographie. Avec les cas d'Israël, je visitais ici des constructeurs de tambours en Israël et en Palestine. Mais aussi, je visitais des fabricants d'objets en peau, notamment des parchemins avec de Sophelstein et objets rituels en cuir, notamment les teflim, en plus d'experts en techniques de teinture naturelle et de l'industrie de cuir en général. Et la troisième méthode est l'expérimentation, où je tente de répliquer le contenu de textes que j'étudie pour mieux les comprendre et me concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat, un peu comme l'archéologie expérimentale. Le cas de la Lilissou nous pose quelques problèmes que je veux commenter tout de suite. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas d'un chaudron qu'on pourrait identifier avec le reste dans la Lilissou antique. Et la question est plus large parce qu'on n'a pas des restes convaincants de tambours antiques dans l'Asie occidentale. La chose la plus prochaine que je pu trouver jusqu'à de nos jours, et c'est fragment de céramique qui a été identifié par Joachim Braun avec le reste d'un tambour en céramique avec le trou pour les chevilles pour se fixer la peau à le corps de l'instrument. Mais comme Joachim Braun dit, cette chose est ouverte à des interprétations, et si vous, comme l'expert en archéologie biblique, avec d'autres idées, je l'accepterai totalement. On a aussi une iconographie assez schématique, telle que l'on peut voir dans les diapositives suivantes, par exemple cette de la période paléo-babylonienne, ou c'est de la période néo-assyrienne, en plus de quelques exemples d'iconographie séleucide.
Je préfère donc de me concentrer et de faire expérimentation sur des instruments modernes parce que même si j'étais capable de reconstruire une tombale antique à nouveau, le problème est que les sons de ces instruments ne seraient pas le son originel, ou je ne pourrais pas le présenter sitôt dans la communauté scientifique. Je devrais encore explorer pour beaucoup des années jusqu'à obtenir un son plus profond, tout comme les instruments modernes de nos jours. Et quand on travaille avec des instruments modernes, on a maintenant de professionnels, de musiciens et de fabricants d'instruments. Mais on a aussi un problème, et que la peau de taureau avec la tombale découverte est assez rare dans ces instruments. Jusqu'après la fin de la période cuniforme, les instruments à percussion sont couverts avec des peaux assez plus petites et plus fines à cause de la largeur des instruments et aussi la technique avec on les joue. Et un exemple de peau avec des instruments vient de ces exemples de la Mishnah, où la peau d'un bélier sert pour fabriquer un tambour. Et c'est assez compliqué, et le choix de la peau détermine beaucoup les sons de l'instrument. Et veuillez de ne pas faire confiance à mes paroles, mais les sons des instruments. C'est la peau du chameau. Et maintenant, je vais sonner la peau de vache. Je crois que les contrastes parlent par soi-même. Donc, je travaillais dans deux directions différentes. La première, c'était le travail avec les ingrédients originels, les peaux de taureau, en plus de peaux de vache. Et si quelqu'un peut passer la peau de vache, oui. Oui, c'est la peau de vache là. Traitant les peaux de taureau, de vache avec les ingrédients, les procédures, mais pas couvrant un instrument avec elles. Et l'autre exemple, l'autre direction, c'était travailler avec une peau plus commune de percussion en Asie occidentale, destinée à un tambour typique de cette région, une peau de chèvre, et on a aussi ici. Non. Oui, ça passe là. C'est une peau de chèvre, déjà dépoilée, adaptée pour des déjambés. Le déjambé, c'est un instrument africain, mais cet instrument est désormais assez commun en Asie occidentale grâce à la migration des collectifs africains tels que les Juifs séfarades. Un déjambé, ce n'est pas un timbale, l'acoustique est différente, mais notez que la technique pour le faire sonner, c'est la même, parce qu'on joue avec les mains, au contraire de ce qui passe avec beaucoup de timbales, tels que les nakarés de la Turquie. Et je passe maintenant à ma première question. Combien de fois devait le prêtre tremper la peau du taureau? Ce procédé était pour faciliter la dépilation. La solution chimique devrait détruire les structures internes du poil, faisant plus facile la dépilation avec les mains ou un couteau. Ce sont les traits que je vais étudier dans cette question. Et 4, ce sont les ingrédients que fait tout cela. Et l'eau, un type de farine, de la bière du vin.
je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de l'identification de tous les ingrédients. Je présente assez rapidement les arguments pour lesquels je tente à penser que le prêtre utilise est vierre d'orge et pas vin de date. Il y a deux interprétations pour le traitement, pour la combinaison des ingrédients. Il y a des assyriologues qui disent qu'on a 4 vins, un par ingrédient, mais le problème c'est que le texte est uniforme au-delà des textes pour le rituel de la rameau, de la couvrition de la tamval, suggère au maximum 2 vins. Un vin pour la dépilation et un autre vin pour nettoyer la poêle, le pot après la dépilation. D'autres assyriologues disent qu'il n'y avait qu'un seul vin avec tous les ingrédients. Le problème c'est que le verbe pour tromper un acadien, resenu, rassanu, normalement n'applique qu'un seul liquide, avec une seule exception. Qui a raison? On va l'explorer tout de suite. Je vais proposer tout maintenant d'explorer quelques évidences ethno-historiques, commençant par cette observation de le chimiste Louis-Joseph Armer lors de son voyage en Iran à la fin du XIXe siècle. Il décrivait une méthode de dépilation des animaux où les peaux lavaient quelques heures sont mises dans l'eau avec de la farine d'orge en fermentation acide. C'est aussi cette méthode, c'est pas une méthode type exclusif de l'Iran, mais une méthode qu'on peut trouver aussi en Europe à la XVIIe siècle, telle que Joron de Lalande, en ce traité L'art du tonnerre, nous disait destiné un chapitre pour les cuire à l'orge, c'est-à-dire des peaux traitées, dépilées avec une solution d'eau et farine d'orge en fermentation. L'idée de la fermentation serait proche peut-être de l'acadien resenu qui apparaît en contexte de macération, un procédé chimique qui est relié avec la fermentation. Ce traité de Joron de Lalande, qui est assez large, nous donne 2 clés qui nous suggèrent que le vin et la bière ne servent pas à dépiler la peau. Joron de Lalande dit d'une part que le vinaigre accélérait la fermentation de la farine, mais le vinaigre, littéralement vin aigre, par doux, est opposé à ce que l'on a dans nos textes le vin de première qualité, caranu restu. Aussi, Joron de Lalande nous dit que la levure de la bière chaudée et mélangée avec de l'eau était une autre méthode de dépilation comparable à ceux de la dépilation avec de l'eau et la farine d'orge. Mais le problème, c'est que l'acadien n'emploie pas le shurshum shikali, levure de bière, mais seulement shikalu, bière. Je veux commenter maintenant mes expériences, ce que j'ai vu et pratiqué ici en Asie occidentale. J'ai vu pratiquer 2 méthodes qui consistent en un seul liquide avec un seul solide. La première méthode est l'eau avec hydroxyde de calcium, eau chaude et tente. C'est une méthode que j'ai connue grâce à Gady Turner et qui est utilisée pour faire le parchemin de la Torah et tout cela. Mais aussi une méthode assez répandue. Ici, dans l'image, vous avez un exemple d'une peau dépilée avec cette solution. Une peau dépilée par moi-même. Et cette méthode qui est aussi utilisée pour faire des tambours en djemem. L'autre méthode, c'est eau avec cendre de bois. J'ai connu cette méthode grâce à Micha Hanouna, un Souseya en Hébron, en Palestine, mais aussi à Yuval Satari, m'a dit qu'il est toujours utilisé par les Bédouins pour faire beaucoup de choses. Et on peut trouver cela dans des traités historiques pour faire des tambours, comme ce traité de Georg Fechner, die Pauken und Trommel in ihren neueren verzüglichen Konstruktionen, où il recommande d'utiliser hache,
cendre de bois, au lieu de calcaire chaud et tendre. Méthodes de dépilation des animaux peut être assez complexes, telles que Adjuvan Santari nous disait à moi et mon interprète Marie-Annelle il y a quelques semaines. C'est une méthode assez large à cause que les peaux sont exposées à une solution alcaline et on doit les verser les niveaux d'alcalinité. Mais elle toujours consiste d'un seul solide avec un seul liquide. Et maintenant, je parle de mes expériments. La première chose que je fais, c'est isoler les 4 ingrédients et voir ce qui est passé avec ces ingrédients. Je notais que l'eau avec de la farine était plus agressive avec les poils que le boisson alcoolique. Et quand je tentais de combiner des choses, je n'ai pas noté des résultats assez convaincants. Et je décidais de travailler avec la peau, une peau de taurillon, 2 années de taurillon, l'eau avec la farine et un peu de sel. À ce moment, je ne savais pas je connaissais pas cela de la fermentation. Je dois montrer mon reconnaissance à l'idée de la fermentation, une chose que j'ai découvert ici à l'école biblique. Et je trempais la peau du taureau par 5 jours en cette méthode. Et voici la peau presque à la fin de la dépilation. Je commence à utiliser mes mains, mais mes doigts avaient du sang après que j'avais tenté. Et donc je devais utiliser un rasoir parce que je pouvais plus utiliser mes mains. Et après la dépilation, je trempais la peau dans des bières d'orge, une bière typique d'Israël ici, Gold Star, et c'est Marabi. Le Marabi est un vin créé par la vinerie Recanati avec l'aide de l'archéologie et la bioarchéologie et la génétique. C'est donc un vin ancien, pour dire d'une manière, et après tremper la peau pour 1 jour avec ce liqueur, la peau avait les couleurs que vous voyez ici. Beaucoup de questions peuvent apparaître, mais je veux commenter qu'une seule. Comment calculer les quantités de produits? L'évidence cuniforme nous dit que le taureau devait être adulte. 3 ans, c'est l'âge où le taureau a déjà sa maturité sexuelle. Mais le texte cuniforme décrivant la couverture de l'Atanvalelisu ne décrivent pas les mesures du taureau. Mais le texte TSLX 44, dans sa liste de produits utilisés pour le rituel, nous dit que le prêtre devait utiliser, entre autres, 2 conteneurs de 18 litres, appelés en acadien tsindu. Un tsindu, c'est un conteneur dans la terre, et cela me rappelle ce que l'on peut voir de la tannerie de Chouara Fès, entre d'autres. Et la chose est que je ne pourrais pas être si loin de la vérité de l'acadien parce que j'utilisais vers 11 litres pour tremper la peau du taureau. Je passe tout maintenant à ma deuxième question. Comment devrait-on lire l'expression anakuru? C'est ce que l'on voit en bleu. On passe maintenant à l'euthanasie de la peau. La peau qu'on était dépoilée est ce que l'on appelle en anglais rawhide, mais pour la préserver, on doit la tanner et à ce moment, on obtient ce que l'on appelle les cuirs. Il y a 4 ingrédients dans cette solution, 2 aromates, 2 types de farine. C'est un type de farine d'orge et un type de farine d'orge maltais. Et
mais l'ingrédient le plus problématique de ces 4 ingrédients, c'est le suméogramme Inunagu Apkuga, qui a été traduit de diverses manières, Grèce en taurillon comme tigriste, gui d'une vache ou verre d'une vache. La question est que nos textes ont goût 4 alpu, taureau, au maximum goût 4 abde, miru, taurillon, mais pas abde, arhu, vache. Donc, l'unique chose qu'un taurillon taureau peut nous fournir est la graisse, pas le lait et bien sûr le produit dérivé comme le beurre et le ghee. Donc, cette graisse d'un taureau, ce que l'on peut appeler suif, si je suis correct en faisant l'équivalent avec l'anglais tallow. La graisse est importante pour faire des adhésifs pour les principales substances de tannage, les farines. Et la graisse d'un taureau est particulièrement salée. Et si vous, pourquoi la sal? Pourquoi du sel? La prochaine fois que vous allez faire d'exercice, testez votre propre sueur et vous noterez que cela est salé. Et les sels sont importants pour faire des tannages, comme je peux voir par exemple dans les fabrications de teflon. Mais passons à les lectures d'Anakuru. Il y a principalement 2 lectures. La première était de Karl-Heinz Deller, in den daraus bereiteten Mehlbrei. Mehlbrei est gruau en français, si je fais la traduction correctement. C'est une sorte de liquide et l'Acadien Nadeau, décrivant le tannage, est assez fréquemment accompagné de liquide. Ce propos de Deller aurait un parallèle ethnographique à ce que Gustav Dahlmann a documenté en Aleppo, où disait que pour des sandales, les peaux du taureau étaient tannées avec 20 Tage im Brei von Graupenmehl, 20 jours in gruau von farine d'orge. Mais le problème, c'est que l'Acadien, on pourrait attendre Babatsa sumérien Papasu gruau. Il y a une autre lecture, Anasadru, d'une qualité standard en allusion à la farine bitku, et la lecture la plus populaire est inspirée dans des expressions telles que Kemusadru, farine de qualité standard, que l'on peut trouver dans des textes néo-babyloniens et achéménides. Mais le problème, c'est que nos textes ont un signe extra, Dish, Ana, qui rompt le parallèle. Et aussi, la liste des ingrédients pour le rituel aramu nous dit Kemu bitku sont des Anasadru. Donc, Anasadru devrait faire référence à la combinaison de produits et pas à un seul ingrédient. Qui a raison dans cette question? Je vais faire mes considérations d'ethnographie comparée. Méthodes de tannage variées, multiples, sont connues en Asie occidentale depuis longtemps, mais une méthode de tannage connue dans les Appalaches, l'Amérique du Nord, devrait nous captiver notre attention. Parce que cette méthode est assez identique à l'essentiel mésopotamienne. Cette méthode décrite dans ce livre Foxfire 3 dit que les peaux sont frottées avec la graisse d'un cochon et après cela, on couvre la peau avec une épaisse couche de farine. Cela doit sécher pour 3 jours et on obtiendra des cuirs. Cela m'aide à interpréter les textes en question. Nos textes n'ont pas de frottage, mais la peau doit contacter la farine avec les graisses et les aromates. Donc, le prêtre pourrait avoir frotté la peau avec les graisses et les aromates. Et aussi, cette méthode de Foxfire dit que les cuirs sont assez durs, ce ne sont pas souples, et que l'on devrait faire le souple avec d'une autre graisse. Mais la question est que nos textes disent encore que la peau doit être teinte en rouge.
et les méthodes pour tendre en rouge fait possible cette souplesse. Donc, ni Della ni d'autres assyriologues ont raison de mon côté. Je dirais que l'expression anakuru devait être lire anasadru, mais comme d'une manière régulière. C'est une allusion à que les farines doivent couvrir la peau d'une manière régulière. Et voilà mes expériments. Je couvert cette peau de chèvre avec cette bol où je mis la moitié d'un kilo de farine d'orge, la moitié d'un kilo de farine de maltais, quelques végétaux et de graisse. Je couvert la peau avec cette pâte et depuis le premier moment, j'ai vu que la peau, quand absorbait la solution, devenait d'une couleur bronze. Je fais cela de l'autre manière, je le séchais et après, cela a pris 15 jours, était assez facile de faire. Et à la fin de le procès, après avoir nettoyé la farine, parce que cela sèche dur, hein, mais on ne cherche pas cela, mais la chose qui est à l'intérieur, et nettoyer avec l'eau, j'ai obtenu cela, qui contraste notamment avec une peau de chèvre sans tannage. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle est musicologue ou musicien, mais une question devrait concentrer notre attention parce que les tambours normalement ne sont pas couverts avec des peaux en cuir. Ce sont couverts avec des peaux peau naturelle. Et aussi, voici un exemple où vous pouvez voir. Je crois que je vois, ce sont les poils de la chèvre. Il y a évidence en fait de tambours faits de cuir brut en Mésopotamie parce que le cuir brut est sensible au changement du climat et on doit frotter avec les peaux avec d'huile de sorte que les peaux ne sèchent pas trop et se rompent. Les peaux des tambours sont comme les fers de parchemin de Torah et voici un exemple qui est la synthèse parfaite de tout cela qu'on peut voir. Quelqu'un ne dirait pas qu'on pouvait faire archéologie mésopotamienne en visitant le musée de Yad Vashem, le musée de l'Holocauste. Mais la question est que on ne parle pas avec d'une couverture de cuir protectrice, mais on parle de la membrane percussive du tambour parce que cette membrane est fixée après avec des chevilles en bois dur. Et aussi, on a des clous. Et tout cela m'amène à quelques considérations. On est ici au principe pour parler de la musique en Mésopotamie, mais cet instrument, la tambal lissu, n'est pas un instrument musical. Cet instrument n'est pas un instrument, c'est objet sonore, c'est pas un objet qu'on va écouter au concert, mais c'est un instrument qui aide les prêtres à réciter les prières pour apaiser le cœur des divinités. C'est en cessant les tambours avec des peaux naturelles ont une propriété. Le son qu'on peut noter, qu'on fait, est brillant et donne protection. C'est un son. C'est un son brillant, un son qu'on peut écouter pour de grandes audiences. Mais c'est pas totalement ça. Dans le cas de la peau de tambour, de la lilisou, c'est une chose que aide le prêtre à s'accompagner. Les peaux en cuir sont moins élastiques et cela donne des sons plus bas et plus obscurs. Et cela aide le prêtre à s'accompagner, à se faire entendre quand il récite des prières. Aussi, les peaux en cuir sont moins sensibles au changement du climat et cela aide le prêtre à se concentrer, à
jouer l'objet sonore et pas le fixer. Je pourrais dire, je voudrais comparer la peau en cuir comme le plastique de nos jours. Voici un darabuka avec une peau naturelle, avec une peau de plastique. Tout maintenant. Et maintenant, là, l'instrument plastique. Le son est assez identique, mais la darabuka avec la tête de plastique ne sera pas affectée par des changements du climat, au contraire que la darabuka avec la tête de peau naturelle. Aussi, je devrais dire qu'il y a des tambours cultuels qui sont couverts avec des peaux en cuir. Et voilà ma troisième et dernière question. Les peaux de tambour sont normalement couverts. Les peaux de tambour n'ont pas de couleur, telle que cette tabla fait par Ajwal Satari. Mais on peut comparer avec ce tambour chinois où la peau est profusément décorée avec des choses et cela affecte l'acoustique de l'instrument, mais on parle des objets cultuels qui transmettent des messages sonores et visuels. Et il y a beaucoup d'exemples dans beaucoup de cultures tout au long du monde. Et un cas paradigmatique, c'est l'harpe ngombi de Gabon, où toutes les parties des instruments transmettent un message. On doit rappeler aussi que le rituel pour couvrir la tambale et l'ilissou avait un message expliqué par mon superviseur Uli Gabay dans cet article. Le rituel complet pour couvrir la tambale et l'ilissou reflétait un combat entre Amphis, le dieu Enlil, après le dieu Marduk Vel, qui tuait son père, le dieu Meshara, après le dieu Anu. Dans ce contexte, je dirais que la tête de la tambale et l'ilissou en rouge, couleur rouge, pourrait évoquer la couronne rouge brillante du dieu Marduk Enlil, tel que l'on peut voir dans ces commentaires des textes divers de la première millénaire. Et maintenant, je passe à présenter mon passage et où on trouve des différences. D'une part, Carl 60 Bagdadamitalungen de Sang disent que la peau devrait être teinte rouge avec la graisse en taurillon, alum et carence. TSLC 44 dit toutefois que la peau devait être teinte rouge qu'avec de l'alum et de la carence. On peut peut-être, quelques instructions sont abrégées, l'autre sont plus complets, mais aussi on a beaucoup de traditions différentes pour faire le rituel, donc la question est légitime. Mais la première question que je devrais dire est que tous ces textes manquent un ingrédient, l'eau. De l'eau, parce que on a ici la garance et l'alum. La garance est pour tendre et l'alum est pour fixer les couleurs, parce qu'on
change la couleur de l'objet en question. Et pour cela, nous faisons de l'eau. Et si vous voulez pas faire confiance à mes paroles, faire confiance à l'objet. Voici de la garance, voici de la lune, et tentez d'imaginer si vous êtes capable de changer la couleur avec cela. Merci. Le besoin de l'eau est évident désormais quand on examine des textes cuneiformes tels que ce que l'on appelle les Sephardic textes. Mais aussi avec des traités historiques tels que l'art de la teinture de Hello, où on décrit une méthode qui est pratiquement la méthode que je fais dans mes expériments, tels que je vais présenter tout de suite. Pourquoi omettre un ingrédient? Le rituel de Ramo était un rituel transmis aux initiés. Mais jusqu'à ce moment, on ne parlait pas de ces ingrédients omis dans les textes. Les instructions pour dépoiler, nettoyer et tanner la peau sont fonctionnelles totalement comme ils sont présents dans les textes. Mais pourquoi omettre un ingrédient ici? On a deux solutions pour cela. L'une, c'est que les prêtres calous étaient capables de diviner le besoin de l'eau d'après la nature des autres ingrédients. L'autre réponse provient de quelques paroles de Hans Wolf dans ce book The Traditional Crafts Persia, où il disait qu'il n'avait pas trouvé de description complète pour tendre les choses et que les instructions étaient transmises oralement de père à leur son, et cela est à cause du prestige de l'office. Et la nature du prestige, la source de prestige est claire quand on voit par exemple cette pièce de soie tendre en différentes couleurs par mon maître Susan Tamardekel. Et voilà, on parle d'expériments que je fais avec mon maître Susan Tamardekel à Shohan, en son atelier et studio. On a travaillé de deux manières avec 3 peaux de chèvre, 2 peaux pour suivant la méthode TCL6 44, à lune et carence, avec de l'eau naturellement. L'une des peaux était la peau tannée. On a chauffé de l'eau dans ce récipient, on a introduit la lune, la lune était dissoute, et on a introduit les peaux de chèvre, et après que la peau a absorbé un petit peu tout cela, on a introduit la garance, et on devait comprover la chose, on devait agiter la solution et voir que la peau ait absorbé les couleurs, et voici le résultat. Cette peau est la peau que je tannais, et c'est une peau comme la peau du chèvre qui n'a pas de tannage. Voici que TSL6 44 est fonctionnel, mais qu'est-ce qui se passe avec Car 60 et Bagdad Mittalungen 2.5? D'après la suggestion de Susan Tamardekel, on a décidé que la graisse était le liquide dont nous avons besoin, et on a couvert la peau avec la combinaison de produits, et on a laissé la peau se sécher pendant 2 heures, mais on a apprécié tout rapidement qu'on avait besoin de l'eau pour éparser les ingrédients, et même après cela, on a vu que la substance était, on pouvait s'en aller facilement avec les doigts, donc cela ne fonctionnait pas. Et les contrastes parlent par soi-même. C'est Susan Tamardekel, et c'est la peau qui est avec Car 60 Bagdad Mittalungen 200.
On dit, ok, c'est rouge, bien sûr, mais quand on lave cela dans l'eau, quand on a lavé cela dans l'eau, la couleur a disparu. Parce que le procédé tel que non écrit, littéralement, ne fonctionne pas. Je tentais chez moi, parce que ces choses, on peut le faire chez nous, elles sont faciles à faire. Je tentais avec de l'eau, la graisse, la lune et la garance. Ces méthodes fonctionnaient un petit mieux, mais avec un problème. La graisse, comme on fait du pasta, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Et cette surface de graisse fait résistance à toutes les choses qu'on verse après. C'est là la conséquence qu'après 2 heures, la durée normale pour faire la teinture, la peau n'avait pas absorbé les couleurs. Donc à ce moment, je dis que les instructions de Carl 60 Bardada Mittelungen de 5 se sont abrégées et les instructions de TSL 644 sont plus longues. Je adresse 2 questions tout rapidement. C'est là, pourquoi Carl 60 Bardada Mittelungen de 5 mélange les 2 pas? C'est à cause de que la nature de la étroite nature contente le tannage et la teinture. Le tannage, c'est pas seulement pas transforme la peau en cuir, mais aussi donne une couleur, et les substances pour faire la teinture servent comme pour faire du cuir. Aussi, pourquoi ces longueurs de CL6 44, CL6 44 étaient copiées à la fin de la construction du temple de Bitresh en Uruk. Et je tente à penser que la tablette était copiée à propos, de sorte que les prêtres avaient une version plus détaillée, moins ambiguë du rituel, et de cette manière réaliser le rituel bien et éviter des problèmes dans cette nouvelle institution, le Bitresh, qui introduit à la période celle-ci des changements dans le culte du Dieu à nous. Et je passe à mes conclusions, où je simplement résume tout ce que je dis. Combien de fois devait-il le prêtre Kalou tremper la peau? 2 fois. La première, l'eau et de la farine pour aider à la dépilation. La deuxième, la bière et l'orge, la vie d'orge et le vin pour nettoyer la peau. Un akuru devait être lire un asatru, mais comme d'une manière régulière, cherchant la régularité ou quelque chose comme cela. Est-ce qu'il y avait 2 manières de teindre rouge la peau hétéro? Non. Car 60, Varda Metalungen 200 offre d'instructions abrégées. Et comme de remarque générale, la combinaison de philologie, ethnographie et expérimentation peut être utile. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais tout cela va être toujours provisoire. C'est la plus imparfaite de toutes les méthodes qu'on peut utiliser parce qu'elle est basée totalement dans nos expériences. Chacun d'entre nous a son propre expérience et peut défier mon résultat si vous avez le temps de faire. Et merci beaucoup de votre attention, mais je voudrais sonner un petit peu le 2 janvier, bien sûr, et